principe, c'est bon. Est-ce que les personnes qui sont là peuvent me confirmer si oui ou non il y a du son? Allez, le son, on est bon. Parfait. Il est 13h01, je vais attendre 2 minutes encore. Le temps que les gens arrivent, ça va nous permettre de faire une petite intro, de rappeler l'intérêt de ces lives. Donc on est sur les lives FTS Club. L'idée c'est que chaque mois en fait on puisse vous proposer un live thématique sur une problématique métier un petit peu avancée quand même. Sur justement en termes de thématique, on vous propose souvent de parler de sujets type WordPress. Ça on en parle beaucoup. On a quelques lives sur le design maintenant. L'idée c'est aussi d'avoir des lives sur des approches techniques, mais aussi des lives de plus en plus quand on pourra. Et en fonction des sujets, des lives sur des approches de conception, en fait, sur la manière de penser les choses avant de se lancer dans de la production de projets. Donc aujourd'hui, on va être dans la thématique du design. On va parler typographie dans la création d'interfaces web. Quand on parle d'interface web, là aujourd'hui, on va parler soit de site web, soit de produits en ligne. Euh, voilà, de web en général. C'est même des choses qui s'appliquent à la création à la création d'appli par exemple. Voilà, c'est assez générique. Donc, bien sûr, comme d'habitude, j'ai le chat sous les yeux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ferai en sorte, si je peux, d'y répondre rapidement. Et d'y répondre en général, j'attends la fin de la slide sur laquelle je suis pour répondre aux questions. Bien sûr, je ferai des pauses. Euh, la pause sera déclenchée par ce magnifique écran que vous verrez là. On aura des petites pauses KitKat qui nous permettront de faire des breaks dans le live. Et à la fin, comme d'habitude, vous aurez la place pour me poser vos questions. Et je tâcherai d'y répondre avec le plus de précision possible. Alors, on est parti. De quoi on va parler aujourd'hui? De typographie, de design web, c'est ce qu'on a dit. L'idée aujourd'hui, c'est de passer sur des bases théoriques simples, en fait, qui vous permettront de faire du bon boulot de manière très facile. On va parler de certaines spécificités qu'on rencontre sur le web, par rapport au print par exemple. Et j'ai fait en sorte de vous préparer quelques tips que vous pourrez appliquer dès cet après-midi, dès demain, dès après-demain, sur vos prochains projets. Alors, avant d'attaquer, ce qu'il faut savoir concernant la typographie, concernant le travail typographique, quand on fait du web, quand on fait des applis, etc., c'est que le rendu d'un caractère, en fait, quand vous imprimez un caractère, le caractère est imprimé, il est physiquement imprimé sur du papier. Sur les écrans, c'est pas pareil. En fait, le rendu du caractère, il dépend de plusieurs problématiques qu'on maîtrise pas toujours, à savoir est-ce que quel est le lissage du navigateur? Est-ce que le système d'exploitation sur lequel on lit votre contenu a aussi du lissage? Les écrans Retina par Retina, etc., etc. L'idée, c'est d'accepter le fait que vous maîtriserez jamais à 100% le rendu typographique d'un texte. Donc en fait, c'est exactement comme quand on fait du responsive design où on se dit, bah, j'accepte le fait déjà dans ma conception que je design des choses pour des résolutions qui sont modulables, en fait, qui sont variables. Bah là, en typo, c'est exactement la même chose. C'est j'accepte le fait et j'anticipe le fait que en fait ma typo peut être rendue de manière un petit peu variante en fonction en fonction des écrans, en fonction des postes, etc., etc. Un autre truc à garder en tête, c'est que la typo est accessible. Donc la typographie, c'est le nom de la discipline. C'est aussi souvent au quotidien le nom qu'on utilise pour désigner une police de caractère. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que c'est une discipline qui, voilà, elle est accessible. Il faut pas avoir peur il faut pas en avoir peur. Il faut surtout pas se dire qu'en fait on a besoin d'avoir fait 40 000 années d'études sur la typo pour pouvoir faire un travail correct.
L'idée, c'est comme avec beaucoup de choses en design, euh, l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, il y a des basiques, des impondérables que je dois maîtriser, en fait. Ça veut dire que je dois pratiquer un minimum, sinon il y aura pas de résultat. Mais derrière, juste avec des basiques, on peut faire déjà du très très bon travail. Gardez en tête qu'il y a aussi beaucoup de designers très connus en fait qui ont fait leur carrière en travaillant avec un éventail de 5 polices de caractère et ça a toujours très bien marché. Donc il faut vraiment réussir à se décrisper par rapport à ça et, euh, et à se lancer quoi. À l'inverse, ce qu'il faut garder à l'esprit sur le web et ce qui est différent du print, c'est que quand vous faites du web, quand on livre un site, quand on livre une interface, potentiellement, c'est pas nous, designers ou créateurs de sites, qui éditons toujours les textes en fait. Donc il faut aussi réussir à se projeter à se projeter dans la peau de l'éditeur du site ou du produit que vous allez lancer et de se dire, bah voilà, la personne qui va éditer les textes sur son site, par exemple, c'est pas forcément un designer. Donc l'idée, c'est que nous, dans notre pratique, en fait, on va faire en sorte d'anticiper et de rendre le plus de choses possibles automatiques pour que l'éditeur d'un site n'ait plus qu'à éditer du contenu et que tout ce qui est aspect typographique s'applique tout seul. Ça va être très important. Alors maintenant, si on est prêt, on va pouvoir se lancer. Alors, avant tout, ça c'est des choses qui, là, les quelques slides que vous allez voir, c'est des choses qui sont communes au print, au web, c'est commun à tout. Dans un premier temps, on choisit un caractère en fonction de l'objectif et du contexte du projet. Je m'explique. Est-ce que vous refaites Wikipédia? Est-ce que vous faites le site pour une boîte dans le secteur du corporate bancaire, par exemple? Est-ce que vous faites un site pour un architecte? Est-ce que vous faites un site pour un photographe de mode exubérant? Est-ce que vous faites un site destiné à être hyper accessible pour les gens? En fonction du contexte du projet, en fait, vous allez choisir nécessairement le caractère adapté ou le caractère qui peut convenir, quoi. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est on va aussi choisir un caractère en fonction de l'accessibilité demandée sur le projet. La question se pose notamment sur des produits ou des sites qui ont vocation à être publics ou qui sont publics. Voilà, il faut que vous pensiez à tenir compte des problématiques type dyslexie, quel langage doit être pris en compte, quelle problématique d'accessibilité est-ce que vous devez embarquer et euh, quel niveau d'accessibilité vous devez atteindre. Et à ce moment-là, bah, ça va influencer forcément sur le choix que vous allez faire de votre police de caractère, sur les graisses que vous allez utiliser, sur les tailles de police que vous allez utiliser, etc. etc. Ensuite, le choix d'un caractère dépend aussi forcément de l'usage qu'on en aura. On ne choisit pas un caractère pour du titre de la même manière qu'on choisit un caractère pour du texte de labeur. Pour du titre, pareil, est-ce que vous avez des titres longs, des titres courts? On revient là au contexte du projet. Est-ce que vous êtes sur un projet à vocation très éditoriale? Est-ce que vous êtes sur un projet à vocation très image? L'usage qu'on peut avoir d'un texte, ça peut aussi être, je ne l'ai pas indiqué là, mais ça peut aussi être décoratif. Si l'usage il est purement décoratif, vous pouvez vous permettre un choix de typo plus extravagant. A l'inverse, si vous êtes sur un texte de labeur avec beaucoup de volume de texte, des typologies de texte qui sont qui sont très techniques par exemple, vous allez devoir choisir un caractère qui est hyper lisible, sur lequel il n'y a pas de doute pour que le message que vous servez sur l'interface soit nickel chrome. Dernier exemple, est-ce que l'usage, ça doit être des légendes, du détail, du texte en petit, etc. etc. Donc l'idée, c'est de réfléchir à tout ça correctement. Et enfin, on choisit un caractère en fonction de l'identité du client. J'ai envie de dire, même si l'identité graphique du client peut paraître simple, avec des choix typographiques très simples, l'idée c'est que notre travail doit avant tout servir l'image du client. Ça ne veut pas dire qu'on peut proposer des choses nouvelles en matière de choix typographique, ça veut simplement dire qu'en fait il faut prendre en compte l'écosystème initial de votre client pour être capable de faire des propositions pertinentes en fait. Une proposition pertinente, ça peut être de dire, bah voilà,
Aujourd'hui, votre logo, le nom de votre société sur votre logo, il est écrit avec cette police de caractère. Cette police de caractère, elle est utilisée nulle part ailleurs sur votre site. À minima, même si elle a un dessin particulier, on peut vous proposer de l'utiliser au moins sur les titres pour que graphiquement, il y a un lien entre votre logo justement et vos pages. Donc pensez à l'identité du client. L'idée derrière tout ce que je viens de dire, c'est que, un peu comme tout en graphisme, l'idée c'est de faire des choix construits, plutôt que de se dire je prends ça parce que c'est à la mode, c'est tendance, je trouve ça cool, je trouve que ça rend bien. C'est pas ce genre de choix, c'est pas des choix très malins parce que c'est des choix qui sont pas réfléchis, pas anticipés. Donc l'idée c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je constitue qu'est-ce que je constitue comme socle de sélection d'une police de caractère, et de cette manière, en fait, vous serez capable de la justifier facilement à votre client, et tout simplement, si vous voulez lui en proposer une nouvelle, plus vous êtes capable de la justifier, mieux ça passera. Alors, on va faire un premier petit break. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? S'il y a des questions, je peux revenir un petit peu sur les slides pour y répondre. N'hésitez pas dans le chat. Et s'il n'y a pas de questions, si ça se trouve, ça voudra dire que pour l'instant tout est clair, et c'est tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous pourrez aussi, je le répète, les poser pendant le live. J'ai les questions sous les yeux, donc je pourrai y répondre assez facilement. Donc, si pas de questions, on continue. Alors, typographie et interface, cas pratique. L'idée des slides qu'on va voir là, c'est qu'en fait, on a essayé de répertorier des cas courants qu'on croise depuis plusieurs années dans la création d'interfaces. Et c'est des cas courants où à chaque fois on repère les mêmes choses, les mêmes problématiques. Donc l'idée c'est que là, on les liste et de cette manière, on peut facilement passer dessus. Le premier cas, il concerne les longueurs et les hauteurs de ligne. C'est quelque chose qui est très très peu souvent au final maîtrisé sur les interfaces. Et on retrouve beaucoup de sites avec des longueurs de ligne qui sont pas maîtrisées du tout. Pareil sur des hauteurs de ligne qui sont pas maîtrisées du tout. Donc pour rappel, ça c'est une base de typographie qui est universelle. Une longueur de ligne, elle dépend forcément du nombre de mots, du nombre de caractères, forcément de la langue utilisée. On n'a pas les mêmes longueurs de ligne en allemand, en anglais, en français, mais ça dépend avant tout, je vais y arriver, ça dépend avant tout du dessin du caractère que vous utilisez. Un exemple tout bête, c'est si vous écrivez sur une monotype versus vous écrivez sur une linéale, en fait, les mots vont pas avoir la même longueur. Donc il faut pas simplement faut prendre tous ces éléments en considération pour définir des longueurs de ligne maximales, mais le dessin du caractère reste un fondamental très important. L'autre rappel, en principe, pour ceux qui sont là, qui nous suivent et qui sont designers, ils devraient le savoir, plus la ligne est longue, plus l'interlettrage augmente, pour une raison simple, c'est qu'on va augmenter le blanc entre deux lignes pour que quand l'œil arrive au bout de la première ligne, il arrive facilement à faire un retour chariot au début de la deuxième ligne. Bien sûr, plus on resserre l'interlignage, on a des longueurs de ligne courtes, plus on va pouvoir resserrer l'interlignage. C'est par exemple le cas dans des colonnes. L'autre chose à garder en tête, et vous avez même une petite flèche rouge, c'est qu'un retour à la ligne, c'est différent d'un saut de paragraphe. Un shift enter, c'est pas un enter. Ça, faut le prendre en compte dans les conceptions d'interface. C'est pas du tout la même chose. Et le dernier point, alignement et colonne. Ça, c'est un point qui est hyper important. On croit souvent beaucoup de cas où les gens veulent, parce que ça fait carré, justifier le texte. On ne justifie pas le texte, en fait. Le texte, on le justifie dans un seul cas, c'est quand on écrit sur des colonnes un petit peu resserrées ou en colonne, mais sinon, on ne justifie pas le texte, en fait. Ça crée juste des espaces aléatoires entre les mots. Pour l'œil, à part rendre les choses pas vraiment lisibles, ça va pas vraiment vous aider. À la limite, ça va vous rassurer parce que vous aurez l'impression d'avoir un volume de texte carré, mais en fait, à lire, ça marche juste pas. Donc,
on ne justifie pas sauf dans les colonnes, on n'aligne pas sur la droite, je veux dire, on respecte euh, l'essence de lecture de nos utilisateurs, et tout se passera très très bien. Et pour le centrer, c'est la même chose, on évite, on met pas des paragraphes de texte monstrueux en centré. Le centré, c'est pas fait pour lire du texte en fait. À la limite, vous pouvez mettre un petit résumé, un exergue, mais pas un texte complet, ça, c'est pas fait pour. Donc, concernant toujours sur les longueurs et hauteurs de ligne, dans la pratique, par rapport à ce que je viens de dire, ça voudrait dire que pour chaque style de texte sur notre interface, on définit une longueur de ligne qui dépend de la typologie du caractère, du nombre de mots, etc., etc. Le risque qu'on peut avoir, c'est l'image de gauche que vous voyez là, c'est que à partir du moment où je fais ça, en fait, je risque de casser ma grille que j'ai sur mon projet. Parce que je vais avoir des lignes qui théoriquement vont devoir s'arrêter à tant et tant de pixels, mais mon repère de grille est un petit peu plus loin, donc je ne l'atteins pas. L'idée, c'est quand même de rester assez souple, et après, c'est de trouver des compromis et de rationaliser pour que si déjà vous utilisez une grille sur votre projet, en fait, qu'elle soit utile et qu'elle soit visible. Donc voilà, gardez en tête la théorie, prenez pas tout non plus au pied de la lettre, et surtout, voilà, c'est vraiment un travail de compromis. Mais ça c'est comment dire ça, c'est une caractéristique très importante. Les hauteurs de ligne, pour finir sur ce point, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les hauteurs de ligne, c'est très très souvent les choses qui sont pas gérées en fait en intégration. La taille du texte est gérée, le choix de la police de caractère est géré, mais les hauteurs de ligne, les lineheads en CSS, c'est souvent les grands oubliés en fait. Donc pour ça, il y a une méthode très simple pour ceux qui sont là et qui font de l'intégration, c'est définissez directement un système typographique en fait dans le body de votre document, et comme ça vous avez une base qui est safe en fait. Deuxième cas, les boutons. Les boutons, et la typographie, ce qu'on observe souvent, c'est plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est l'anticipation de la longueur des labels de boutons. Même si on est d'accord, un bouton devrait avoir un texte court, à partir du moment où, vous choisissez de donner en fait l'édition des textes de votre interface à un client, par exemple à un éditeur, en fait vous ouvrez la porte à ce que les labels soient plus ou moins longs. Donc il faut quand même anticiper les labels longs. Il faut anticiper les labels de boutons sur 2 lignes. Ça veut dire que même dans un bouton, on va traiter la hauteur de ligne du texte. C'est super important. L'autre chose dont il faut tenir compte, c'est sur les espacements dans les boutons. On fait des espacements ou des paddings, pour ceux à qui ça parle, des espacements internes, en fonction de la ligne de base et de la ligne haute des lettres. On ne fait pas l'espacement en fonction de la boîte que vous avez dans votre Figma, votre Sketch ou ailleurs, en fait. Donc les espacements s'appliquent sur les lignes de base. Et enfin, le dernier point, c'est à partir du moment où on va essayer de traiter les boutons avec des labels sur plusieurs lignes, en fait, il faut garder à l'esprit tout simplement l'alignement du texte dans votre bouton. Là, vous avez 2 exemples avec un alignement du texte à gauche, un alignement du texte au milieu. En fait, c'est des choses dont il faut tenir compte. Pareil, quand on va tester des styles de boutons, faites des tests critiques, des worst case scénarios avec des boutons l'un à côté de l'autre. On a souvent sur les interfaces un bouton validé, un bouton annulé. C'est 2 boutons l'un à côté de l'autre. Typiquement, c'est des cas à anticiper. Donc, Studio Culotté, la longueur du bouton peut être longue, même juste pour le référencement. Le bouton, en fait, c'est un. Comment dire? C'est un élément d'interface, donc effectivement, ça peut être un lien. Après, nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on distingue un lien qui est, comment dire, qui a une visibilité pour l'interaction pour l'utilisateur, d'un lien pour le SEO qui, normalement, en termes de bonne pratique, devrait plus être intégré dans une phrase avec un contexte de phrase qui va bien, etc., etc. Donc c'est pour cette raison que en fait on va pas forcément
faire du SEO entre guillemets avec les labels de boutons. Et les labels de boutons, on va les réserver à un usage interface fonctionnelle simple. Sur les boutons, la suite, là je vous ai mis un petit exemple sur la gestion des paddings de boutons. Souvent, ce qu'on observe, c'est que à partir du moment où un bouton est traité, on va traiter le lineate de ce bouton parce qu'on aura testé justement sur le label sur 2 lignes. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vous avez un bouton qui a un espacement interne de 15 pixels, par exemple, à cause du lineate spécifié, vous allez devoir adapter ce padding, notamment en padding bottom, parce que le lineate que vous aurez spécifié va probablement vous ajouter ou vous enlever de l'espace sur le bas du bouton. Donc, ça vous donne, là si vous voyez ma souris, on a pointé ici, ça donne des petits écarts, c'est pas des écarts hyper importants, assez souvent c'est des écarts de 1 ou 2 ou 3 pixels. Le truc c'est qu'à partir du moment où vous les avez vus, de toute façon c'est fini. Pour quelqu'un qui a l'œil, 1 pixel d'écart ça se voit, 2 pixels d'écart ça se voit, 3 pixels d'écart c'est monstrueux. Donc voilà, si vous faites du détail, pensez à cet élément là, c'est hyper important. Ensuite, prochain cas pratique, l'interlettrage. Donc l'interlettrage, ce qu'on observe aujourd'hui, l'interlettrage, c'est une caractéristique, ou c'est une caractéristique appliquée à une police de caractère, qui encore une fois, je trouve, est trop peu maîtrisée, pour une raison simple, c'est que déjà il y a une différence d'usage. L'interlettrage en print, en fait, souvent on s'en sert parce que les zones de texte, en fait, elles sont définies, elles sont fixes, en fait. Tout simplement parce que le support print est fixe. Dans le web, les zones de texte, elles sont flexibles tout simplement parce qu'on fait des interfaces responsives. Donc à partir de là, le contexte est déjà différent. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que quand on fait de l'interlettrage, en fait, on vient toucher à l'intention initiale de la personne qui a dessiné le caractère. Un caractère typographique, il est dessiné, il est conçu, il est réfléchi. L'approche entre les lettres, il est conçu, réfléchi. Tout ça est fait pour que normalement une bonne police de caractère, on la prenne, on l'utilise et on n'a pas besoin de la déformer en fait pour en faire quoi que ce soit. À la limite, nous, côté fantassin, la seule fois où on autorise à mettre de l'interlettrage, c'est par exemple quand on a des cas où on a des labels de boutons qui sont en petit, qui sont vraiment écrits petits, en capital. Là, je vous ai mis un exemple un peu extrême, mais voilà, un petit label en capital, en gras. Bah là, en fait, comme c'est écrit en petit et en gras, avec le rendu qu'on peut avoir sur les écrans, on peut avoir les lettres qui se touchent un peu. Donc, on peut appliquer un petit peu d'interlettrage pour sécuriser la lecture, la bonne lecture des lettres. Mais sinon, l'interlettrage, c'est une déformation du dessin de la police de caractère. Et en soi, ça n'a pas vraiment, beaucoup d'intérêt. Si vous trouvez que votre police de caractère est trop serrée, bah, mettez pas d'interlettrage, changez de police de caractère, en fait, tout simplement. Point suivant, les césures. Donc les césures, c'est un grand débat. Euh, et les césures, c'est souvent quelque chose qui n'est pas maîtrisé, notamment par des profils qui n'ont pas forcément mis un peu la main dans l'intégration, par exemple, de ce qu'ils font. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que à la base, vraiment à la base, les césures, il n'y a pas ça sur le web. Les césures, c'est vraiment quelque chose du print, en fait. Maintenant, donc, par défaut, on se dit pas de césure. Voilà. Maintenant, il y a une propriété CSS qui existe, en fait, pour gérer les césures. La problématique de cette propriété, c'est qu'elle est mal supportée, ou trop peu supportée. On verra dans quelques années ce que ça peut donner, en fait. Forcément, avec les années, les propriétés CSS plus récentes seront toujours mieux supportées. Mais à l'heure actuelle, ça n'engage que moi, mais mon conseil serait de dire laissez les césures de côté et le jour où la propriété CSS elle est vraiment bien supportée partout, là on pourra y aller. Ce qu'il faut juste savoir sur cette propriété CSS, je vous ai mis le nom, comme ça vous pourrez aller regarder la doc. La problématique qu'elle pose, c'est que donc vous pouvez assigner plusieurs valeurs. Soit l'iPhone il est manuel et dans ce cas-là, il y a un trait d'union qui est appliqué à partir du moment
où on a mis un Esperluette hyphen ou Esperluette shy. La problématique de ça, c'est qu'aujourd'hui, dans les éditeurs de texte, déjà qu'on ne peut pas faire d'espace insécable sans taper ces éléments-là. Alors, si en plus, si c'est pour gérer les césures, euh, la personne qui gère les césures sur son site, il va falloir me la présenter. Et la deuxième valeur possible, c'est auto. Donc ça ajoute un trait d'union quand ça l'estime nécessaire. Et là, il me semble, à vérifier, il me semble que ça va taper dans les dictionnaires en fait, des différentes langues détectées. À vérifier. Mais en tout cas, les césures, le conseil, c'est pour l'instant, laisser tomber. Ensuite, pratique typographique, la tendance à de l'outline. Alors, je vous ai mis volontairement un exemple sur notre site. L'idée de l'outline, c'est que idéalement, on va utiliser de l'outline sur un caractère qui embarque ce style. Normalement, c'est censé être un style. Parce que l'outline, comme ça rajoute un contour sur votre texte, en fait, si c'est pas supporté nativement par la police de caractère, ça peut ajouter le contour un petit peu n'importe comment. Donc voilà. Si le contour s'ajoute un petit peu n'importe comment, ça veut dire qu'il va falloir être hyper malin sur l'épaisseur de ce contour, en fait. Il va aussi falloir être malin sur l'épaisseur de ce contour par rapport aux différents rendus que vous pouvez avoir sur différents écrans, différents navigateurs, etc., etc., etc. Et enfin, il va falloir être très prudent sur l'épaisseur de ce contour en fonction de la taille de police de votre phrase que vous mettez en outline. Outline pour contour. Donc l'outline, ça peut être sympa. On vous le conseille par contre sur des textes plutôt courts. Mais le point d'alerte sur cette question-là, c'est vraiment le contour et la gestion de l'application du contour. Ensuite, les textes en capital et leur variante light. Les capitales, la règle est simple. Les capitales, c'est pas fait pour lire du texte, en fait. C'est pour mettre du texte en exergue. Donc par défaut, on se dit que pas de texte de labeur. Donc le texte de labeur, pour préciser, c'est le texte qu'on est censé lire, c'est tous les c'est le gros du contenu. C'est les paragraphes à lire, vraiment. Donc les paragraphes à lire, on les met pas en capitale. Les capitales, vous pouvez les utiliser pour des boutons, mais encore une fois, des boutons où vous allez privilégier des labels courts. Vous pouvez les utiliser éventuellement pour des titres, mais pareil, faites attention à la longueur des textes sur les titres, parce qu'une capitale, c'est quand même beaucoup plus difficile à lire. Faites aussi attention à la graisse que vous allez utiliser. Donc la capitale, moi, je vous conseille vraiment de faire beaucoup de tests avant de l'appliquer, parce qu'il faut tester sur beaucoup de typologies de texte plus ou moins longs, etc., etc. La variante light, extra light, ce que je veux dire par là, c'est toutes les variantes qui sont en dessous de la font weight, de l'épaisseur de fonte à 400. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est des variantes de texte qui font appel directement au rendu de votre typo par le navigateur, le système, etc., etc., etc. On a beaucoup de cas où en fait on voit des polices light, extra light, etc. utilisées sur des interfaces et en fait le rendu sur certains navigateurs il est catastrophique en fait. Ça donne des textes noirs light, on a l'impression qu'ils sont gris, qu'ils vibrent, ils sont hyper fins, c'est pas accessible, c'est pas lisible, bref, ça marche pas du tout. Donc vérifiez les prises en charge navigateurs dont vous avez besoin sur votre projet et faites vraiment attention avec les polices light. Le pire, en plus, que vous puissiez faire avec les police light, c'est d'écrire du light en clair. Donc déjà, en termes de couleur, c'est pas accessible. En plus, c'est light, etc., etc. Nous, on applique une règle très très simple, c'est plus j'écris en light, plus j'écris en grand, en fait, tout simplement. Donc l'idée, c'est de compenser la finesse du caractère par sa taille, pour garantir toujours une lisibilité optimale. Alors, il y a une question sur la slide d'avant. Peut-on gérer le contour extérieur-intérieur centré sur l'outline? Alors ça, en CSS, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc de toute façon, l'équipe Fantassin est sur le chat. Donc ils pourront répondre s'il y a une propriété. Ils pourront éventuellement répondre sur la propriété CSS qu'on utilise pour appliquer de l'outline et pour essayer d'apporter une réponse là-dessus. Mais en ce qui me concerne, je ne sais pas.
Ensuite, donc typographie et interface, le gris optique. Le gris optique, l'idée, ce qu'il faut s'imaginer pour comprendre le gris optique, c'est simplement que quelque chose qui est écrit en noir, écrit et qui est petit, visuellement ressemble à un gris. Donc là, on vous a mis l'exemple avec plusieurs textes qu'on écrit de plus en plus petits. Un texte en noir, un texte en gris. Normalement, vous voyez que le texte en noir, quand il est écrit en petit, on a une perception beaucoup moins noire de ce texte-là que quand il est écrit en grand. Ce qui veut dire que plus on écrit petit, potentiellement, plus il faut écrire en noir. Parce que si vous écrivez petit et gris, en fait, bah, plus on rapetit, plus on réduit la lisibilité. Donc si en plus votre texte il est en gris, c'est encore moins lisible. C'est malheureusement aujourd'hui dans les interfaces, c'est un petit peu une pratique qui est utilisée pour les boutons annulés. Notamment, je ne sais pas si vous avez des choix à faire, vous avez un bouton acheter, un bouton annuler, des boutons de fermeture de pop-in, des choses comme ça. Pour les actions secondaires, souvent on voit des labels de boutons écrits en petit, écrits en gris. C'est à je sais pas si on peut dire que c'est des dark patterns, mais c'est pas forcément le plus recommandable. En tout cas pour vos utilisateurs. Petit aparté sur les textes qu'on dit décoratifs. Pour nous, les textes fonctionnels, c'est tous les textes qui sont à lire, en fait. Ça va être du titre, du texte, de la légende, etc. Tout ce que l'éditeur doit pouvoir lire. Le texte décoratif, ça va être les textes que vous avez en fond de page, en décoration, etc. Ceux-là, si on ne les lit pas, c'est pas grave. Ils sont là, bien souvent, ils sont là pour apporter une variété un petit peu graphique. Donc là, s'ils sont pas très accessibles, c'est de la déco. Donc franchement, faites ce que vous voulez, ça changera pas grand-chose. Donc voilà. Là, déjà, on est passé sur pas mal de cas qu'on croise très très souvent. On va se remettre sur un mode pour voir s'il y en a qui ont des questions. J'espère que déjà que sur cette première étape, en fait, les choses sont assez claires. En principe, j'espère que si c'est clair pour tout le monde, que vous vous rendez compte que faire le basique sur un travail typo, c'est vraiment simple, en fait. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. L'idée, c'est juste de se dire, bah, en fait, je fais un choix de police de caractère qui est réfléchi, et en fait, j'applique des bonnes pratiques, toutes simples, mais on est vraiment dans, à mon sens, on est dans le basique, on est dans ce que chaque designer graphique, même pas web print, mais juste designer graphique, devrait être capable d'anticiper quand il travaille. Donc voilà, des questions, pas de questions. Très clair. Bah écoutez, si tout est clair, on va pouvoir continuer. Tac. Alors, ce prochain chapitre, en fait, il va parler d'industrialisation. L'industrialisation, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Fantassin pour une raison simple, c'est que à partir du moment où on répète la même chose plusieurs fois, en fait, plus il y a de répétitions, et plus il y a de répétitions manuelles, plus il y a de chances de faire des erreurs, en fait. Donc l'idée, c'est de se dire, à chaque fois que je répète des choses, à chaque fois ou sur chaque projet, je vais les industrialiser, je vais les automatiser, et de cette manière, en fait, ma base de travail, mon socle commun de travail à tous mes projets, il est aligné et il monte en qualité, en fait. Donc l'industrialisation peut s'appliquer au travail typographique, et là, je vais vous montrer plusieurs exemples. Donc, exemple 1, une manière très très simple d'industrialiser son travail typographique, c'est de travailler sur les variantes de style. Chez Fantassin, aujourd'hui, n'importe quel site est traité avec 6 niveaux de titres, 4 tailles de paragraphes, et après, je crois, 2 styles de citation. Donc ça fait 6 plus 4, 10, plus 2, 12. On a 12 styles de texte. Éventuellement, on peut ajouter les styles de boutons, mais 12 styles, point barre, c'est tout. Et à partir de là, chaque style est défini, il est réfléchi, et à chaque fois qu'on va travailler une interface, un morceau d'interface, en fait, avant de créer un nouveau style, on va déjà voir si on ne peut pas utiliser des styles qui sont existants, et si ça fonctionne, très bien en fait.
L'idée, c'est que vraiment, on pense réutilisable, on rationalise. Plus vous aurez des styles dans tous les sens, plus votre interface va être compliquée à maintenir en design et en développement. Pardon. Donc le point 1, c'est gérer correctement les variantes des styles que vous traitez. Le point numéro 2, automatiser, industrialiser la gestion des tailles et des hauteurs de ligne de tous vos textes. La raison est simple. Moins vous spécifiez de choses, moins vous aurez d'erreurs. Pour les designers, ça veut dire on limite les styles à ceux qui sont nécessaires. On ne fait pas de zèle. Et ça veut dire que pour les développeurs, en fait, on utilise des mixins, par exemple, au lieu de styliser directement une balise P. On met en place une bibliothèque de mixins, et après, en fonction des balises, on applique simplement des mixins. Donc là, je vous ai mis un tableau. C'est un tableau qu'on a fait il y a quelques années pour... l'objectif qu'on avait, c'était de se dire, en fait, en maquette, on traite toujours une référence desktop, on traite une référence mobile, et pour chaque caractère, en fait, on n'a pas forcément envie à chaque fois de se dire, voilà, sur un 768, c'est quoi la taille de la typo, sur un 1024, c'est quoi, sur un... Voilà. Donc, ce qu'on s'est dit avec Florian à l'époque, c'est, automatisons ça, on définit une taille mobile, on définit une taille desktop, on définit une hauteur de ligne, et tout se calcule tout seul. Donc ça, c'est le premier doc Excel qu'on a fait sur cette thématique-là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et sur les slides auxquels vous aurez accès sur le lien plus tard, vous aurez accès au lien et vous pourrez tester. Donc en fait, ce qu'on se disait, là je vais prendre par exemple le H3. Ce qu'on se disait, c'est très simple. C'est, voilà, on disait 1280, c'est mon échantillon desktop. Je l'ai sélectionné. Et l'idée, c'est que pour chaque texte, en fait, on ne spécifie que 3 informations. On va lui dire en desktop, mon H3, il est en 24. En mobile, mon H3, 24, c'est un peu beaucoup, donc ça se trouve, il va être en 18. Et sur mon logiciel, en fait, en desktop, je suis en 24 et ma hauteur de ligne était par exemple en 28. Donc avec ces 3 infos spécifiées, en fait, l'idée c'est que ici, sur la droite, on obtenait le lineate avec une valeur 1 point quelque chose. Et ça veut dire que votre paragraphe, en fait, vous pouvez dès le mobile dire que c'est du 18 avec un lineate à 1.2. Et après, nous, on a la moulinette, en fait, qui va générer toutes les montées, toutes les montées de breakpoint jusqu'au desktop et jusqu'à même après si on a envie. Et là, en fait, ça va nous calculer automatiquement que en 768, ça monte à 21. Ensuite, ça monte à 22 pour arriver à 24 sur le desktop. Donc ça, c'est une première version. Et après l'équipe technique a fait en sorte d'industrialiser ça et l'a automatisé pour que dans le CSS, en fait, sur nos projets, on est juste à spécifier le mobile, le desktop, un lineate et tout est calculé automatiquement. Donc ça, c'est un exemple très simple d'industrialisation. Et dans les faits, ça fait gagner un temps de dingue. C'est un temps gagné qui est monstrueux et c'est surtout du temps gagné qui nous permet de nous concentrer sur d'autres sujets qui sont plus stratégiques en fait dans la gestion des polices. Bien sûr, dans ce que je vous ai montré là, on pourrait aussi se dire que en fonction de chaque taille, on calcule une longueur de ligne maximale. La longueur de ligne maximale, vous pouvez aussi choisir de l'intégrer dans la mixin. Mais l'idée, c'est de se dire, à chaque fois qu'on crée un style de texte, en fait, pensez à, voilà, si mon texte est sur une ligne très très grande, est-ce qu'à un moment je ne le limite pas? Ça fait partie des bonnes pratiques, vous industrialisez ça tout de suite, et comme ça, après, vous y pensez plus, et vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses. Troisième élément que nous, on a choisi d'industrialiser, alors quand on dit industrialiser, c'est soit dans nos guides de style en termes de conception, c'est devenu un automatisme, soit c'est industrialisé et c'est du code qui est automatiquement généré dans nos outils en fait, quand les développeurs travaillent.
Donc le point qu'on a décidé d'industrialiser aussi, c'est la politique en termes d'espacement au-dessus et en dessous d'un texte, pardon. Je vous donne l'exemple. On a défini, chez nous, quand on gère des espacements de titres, en fait, il y a toujours plus d'espace au-dessus du titre qu'en dessous du titre. Pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où je mets un titre, c'est pour matérialiser une forme de section. Donc en fait, j'ai besoin d'une séparation qui soit plus franche au-dessus du titre, parce que, le texte que je vais mettre en dessous du titre va être lié à ce titre. Donc il doit être plus rapproché. Donc à partir de là, quand on a commencé à industrialiser ça, on a réfléchi à plusieurs manières de faire. En fait, soit on a essayé avec des EM, soit on a essayé avec des variables d'espacement. En fait, nous l'idée c'est que sur chaque projet, on va définir 6 variables d'espacement et à chaque fois, on va utiliser cette bibliothèque d'espacement pour appliquer les espacements sur les titres, sur les images, un peu partout. Mais on industrialise ça et on arrête de faire de l'ultra spécifique parce qu'en termes de valeur perçue dans l'interface, en fait, c'est pas forcément. C'est un coût qui est bien supérieur pour un effet qui est souvent invisible. Petite astuce sur ce point-là, pensez espacement et pas margin. Je dis ça en connaissance de cause. Je suis quelqu'un qui peut facilement avoir un langage technique CSS parce que j'ai fait un peu d'intégration ou j'en fais encore un peu. L'idée, c'est que quand on design ou quand on conçoit les choses, il vaut mieux penser, il vaut mieux parler d'espacement parce que visuellement, ce qu'on définit, c'est des espacements plutôt que de margin parce que le margin, le padding, etc., etc., c'est déjà une traduction technique en fait. Donc il vaut mieux laisser la traduction technique aux gens qui gèrent les techniques et en termes de conception, rester sur des espacements. Gardez aussi en tête qu'un espacement se déclenche en général quand des éléments se suivent. Alors que souvent on dit, bah voilà, le titre, je lui mets toujours un margin bottom et un margin top. Sauf qu'en fait, si le titre, il n'y a rien en dessous, il n'y a aucun intérêt d'avoir un margin bottom. Mais ça, on pourrait en faire un live à part entière. Quatrième point, par exemple, c'est les pratiques d'écriture. Donc c'est un projet sur lequel Florian chez nous travaille. Nous, à un moment, on s'est dit, on va lancer un projet FTS Type. L'idée, c'est d'automatiser, en fait, certaines règles d'écriture pour que l'éditeur d'un site, bah, nos clients, en fait, ils puissent éditer son contenu sans trop se préoccuper de est-ce que je mets un espace avant là ou est-ce que si, ça. On automatise le plus possible pour que l'éditeur de contenu puisse se focaliser sur son job, c'est écrire du contenu sur son métier. Donc on avait lancé FTS Type et l'idée c'était d'automatiser l'application d'espace avant et après la ponctuation, de définir si ces espaces c'est des espaces insécables ou pas, éventuellement de définir des règles en fonction des langues, et après on peut imaginer encore tout un tas de règles à automatiser par rapport à la pratique typographique. Mais c'est une manière d'industrialiser ça et de sécuriser l'ensemble de nos projets. C'est aussi quelque chose qui a une valeur ajoutée pour les clients. Alors ça dépend lesquels, mais si vous êtes, quand on a des typologies de clients ou qui ont des projets très très éditoriaux, la valeur ajoutée elle est quand même très très forte. Donc voilà, on est arrivé au bout de ce live. Je vais remettre l'écran de pause. Même pas de pause, je vais mettre l'écran des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que là, vous avez des questions? Automatisé dans un éditeur WYSIWYG. Alors, nous, aujourd'hui, en termes d'éditeur, on utilise uniquement Gutenberg, en fait. Et quand tu dis Icalise, quand tu dis automatisé dans un éditeur WYSIWYG, j'aimerais bien un petit peu plus de détails, parce que la question est un peu vaste. Mais si ça concerne l'automatisation de FTS Type, quand j'en parlais, l'idée c'est que c'est plus traité comme un plugin qui va réappliquer des règles d'automatisation sur la page courante. Donc c'est pas forcément en live dans l'éditeur. On pourrait imaginer que ce soit en live dans l'éditeur, hein, un peu comme un correcteur orthographique. Mais il me semble que pour l'instant c'est pas ça, c'est plus une fois que la page est rendue, on va corriger en live tout ce qui a été traité. Y a-t-il d'autres questions? Donc oui, lorsque le client dispose de son interface, donc ça veut dire effectivement, est-ce que c'est
dans l'éditeur Gutenberg. Et Florian vient de répondre. Donc effectivement, les styles en front-end donc sont automatiquement ajoutés dans Gutenberg. Donc concernant les tailles de typo et les calculs automatiques, est-ce que ça ne sera pas plus accessible de passer par des EM et d'ajuster la font size selon la résolution? Alors, le débat EM-pixel, chez beaucoup de gens, c'est une vraie torture. Avec les années, il y a aussi y a aussi le REM, R-E-M. Donc en fait, je pense que c'est vraiment une pratique qui dépend aussi de la manière dont chacun voit en fait le travail de typo. Alors effectivement, il y a des notions où quand je zoome dans ma page, il faut que le zoom s'applique aussi à la taille des caractères. Je pense qu'il y a, à mon sens, il n'y a pas vraiment de réponse idéale entre le EM, pixel, REM. Je pense vraiment pas qu'il y ait de réponse idéale. Je pense que l'idée, c'est avant tout de trouver les usages qui vous permettent de faire un travail qui est le plus maîtrisé possible en fait. Et ça, je pense que ça dépend avant tout de chacun. Et quand je dis le plus maîtrisé possible, ça veut aussi dire avoir des règles d'attribution d'unité que les gens autour de vous peuvent comprendre s'ils doivent reprendre le boulot et que vous puissiez reprendre plus tard quand vous maintenez votre site. Mais voilà, il n'y a pas de... Nous, je sais qu'on a fait des allers-retours entre les EM, REM, Pixel. Je saurais même pas dire aujourd'hui où on en est parce que à chaque fois en fait, quand on industrialise les choses, on est à chaque fois dans l'itération. Donc à chaque fois qu'on va réindustrialiser un élément en plus, en fait, bah, cet élément nouveau peut questionner des choses qu'on a fait plus tôt. Donc là, Florian vient de répondre. Chez nous, on est en REM. Donc en fait, et là pour le coup, pour le savoir, en fait, Florian, ce qu'il a mis en place, c'est qu'en fait, il y a une petite fonction en SAS qui va générer le REM. Et en fait, c'est une fonction où on donne les valeurs, il me semble, en pixels, et ça génère du REM. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que tout est clair? N'hésitez pas à l'indiquer, hein. C'est clair, c'est pas clair. Est-ce qu'on peut repasser sur cette slide, sur cette slide? Si c'est clair, n'hésitez pas à le dire aussi. Au moins au moins ça sera dit et j'en serai sûr. Très clair, parfait. Merci Yanis. Alors, pour les tailles de police concernant les formats desktop, il y a plus ou moins des normes telles que les corps de texte à 16, mais en mobile, y a-t-il des règles? Alors, euh, pour moi, les normes, en fait, les normes genre taille de texte à 16, le problème que j'ai avec ces normes, c'est qu'elles tiennent pas du tout compte du dessin du caractère. Et en fait, ça, c'est quelque chose avec ces dernières années qu'on a vachement oublié, en fait. C'est un petit peu la bootstrapisation du design. On utilise des grilles de 12 colonnes, on ne sait pas trop pourquoi. On utilise des tailles un petit peu standards, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, j'ai rien contre les standards euh, à dire que 16 c'est une taille OK. Par contre, l'appliquer sans tester ça par rapport à la caractéristique de la police de caractère, ça je suis absolument contre en fait. Euh, 16 sur une police qui va être très condensée, c'est pas le même effet que 16 sur une monotype. Donc, il faut vraiment tenir compte de la spécificité graphique du dessin du caractère avant d'appliquer une taille de texte. Et sur mobile, en fait, nous, on a industrialisé la pratique en se disant que pour un paragraphe, par exemple, la taille qu'on a sur desktop, par défaut, ça doit être la même qu'on a sur mobile. Et après, sur mobile, si ça réduit, on la réduit au minimum. Donc sur mobile, par exemple, je crois qu'au minimum, on écrit sur du 15 ou du 16, mais c'est sur des... voilà, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est avec le caractère avec IBM Plex, mais parce qu'on a testé sur un téléphone qu'en 16 ou en 15, le IBM Plex, il rend nickel. Donc, il y a effectivement les bonnes pratiques de se dire telle taille ça fonctionne, telle taille ça fonctionne.
pour moi, il n'y a absolument rien qui remplace l'évaluation visuelle, en fait. Et ça, pour moi, ça fait aussi partie d'un des outils du designer, c'est son œil. L'œil et l'expérience qui permet de dire, bah voilà, ça, c'est fonctionnellement OK sur mobile. Bah là, ou bien de se dire, bah là, il faut mettre un point en plus ou un point en moins. Donc, voilà, les normes, ouais, mais mouais, en fait, avec un M devant. Les normes, pourquoi pas, mais uniquement si elles sont testées en live avec la police en question. Mais de rien, Icals. D'autres questions? Eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Dans ce cas-là, eh ben, il va me rester simplement qu'à vous remercier d'être venu, en fait. Ah non. Est-ce que normaliser, c'est pas se voler la face sur le métier de designer? Bah oui, c'est un peu ça. C'est ce que je disais, Sylvain. Pour moi, le danger de normaliser les choses, c'est de retirer un petit peu l'esprit critique du designer, en fait. Euh, et je pense avant tout que quand quelqu'un fait le choix de prendre un designer, c'est aussi faire le choix de l'expérience de cette personne, c'est faire le choix de l'œil de cette personne. Donc effectivement, la norme peut servir de point de départ, mais elle doit absolument jamais servir de point d'arrivée bête et méchant. Eh bien, maintenant j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Donc si c'est ça, si c'est tout bon, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir passé ce temps-là avec moi. Ça a été un plaisir de vous parler de tout ça. J'espère que ça vous aura été utile. Et dans tous les cas, vous pourrez retrouver ce live sur notre chaîne YouTube. Et sur le replay, vous aurez du coup accès à la présentation et vous aurez accès au Google Sheet que je vous ai montré avec avec justement le travail sur l'automatisation, la génération des tailles de texte. N'hésitez pas aussi, on fera tourner comme d'habitude les questionnaires de satisfaction pour voir si tout le monde, si, si, si tout le monde a bien été satisfait par le live, pour voir si vous avez des idées pour la suite. Le programme jusqu'à la fin de l'année 2021 est déjà disponible. En fait, vous pourrez voir le programme sur les lives à venir sur club.fantassin.fr. Et bah, il ne me reste plus qu'à vous dire au plaisir de vous retrouver pour le prochain live qui sera avec Florian. Voilà. Passez une bonne après-midi tout le monde. Bye.